Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Une crise alimentaire menace le monde rural, d'où l'alerte lancée par le CNCR. Mais la faim existe aussi dans les centres urbains comme Dakar. Le constat est fait dans plusieurs quartiers où les 3 repas quotidiens appartiennent au passé. Officialisation de la médecine traditionnelle, l'État avance, les professionnels de la santé résistent. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres divise la société. Et puis, levée de l'immunité de Khalifa Sall, le bureau de la commission ad hoc est illégal. Révélation de l'ancien parlementaire Doudou Wade, explication à suivre dans cette édition. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous au moment où le Conseil national de concertation des ruraux sonne l'alerte sur les risques de crise alimentaire. Dans le monde rural, les centres urbains ne sont guère mieux lotis malgré les chiffres sur la croissance économique. Dans certains quartiers de Dakar, il est difficile d'assurer les 3 repas quotidiens. Abdou Khoudous Diallo. Difficile de conforter la croissance économique du Sénégal annoncée ça et là quand on s'interroge sur le quotidien des Sénégalais. Pour assumer les 3 repas, c'est un peu difficile ici à Dakar, parce que nous sommes là, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent acheter des fondés et de tout ça pour faire le dîner. Du monde rural, que si l'hivernage n'est pas bon là-bas, ça risque de se répercuter sur la ville à Dakar. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à assurer les 3 repas en raison de la cherté de la vie. S'assurer des 3 repas semble devenir le vieux souvenir des temps glorieux chez certains. Certaines familles au niveau de Dakar ont des difficultés de se ravitailler parce que ici les gens, il y a beaucoup de gens, tu rentres dans une famille, s'ils sont 10 ou 20 personnes, il y a un seul qui travaille, ou des fois même pas, il n'y en a même pas. Alors, si tu arrives à faire la cuisine midi, le soir, bon, les gens mangent dans la rue, dans les gargotes et tout ça. La croissance qu'on parle ici, moi, je n'arrive pas à trouver ça chez moi. Quand une crise alimentaire est à redouter dans le monde rural, dans le milieu urbain interdépendant, l'on peine déjà à joindre les 2 bouts. Pourtant, une autosuffisance alimentaire en riz avait été annoncée pour 2017 par le pouvoir en place et à l'arrivée, c'est un risque de crise alimentaire aussi bien dans le monde rural qu'au milieu urbain. Abdou Khoudous Diallo, l'inter-ordre des professionnels de la santé s'insurge contre l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi sur la médecine traditionnelle. Du côté des praticiens, on déplore l'attitude des professionnels de la santé. Ils bénéficient d'ailleurs du soutien des populations. C'est un reportage de Rokhaya Ndoura. L'inter-ordre des professionnels de la santé proteste contre un projet de loi sur la médecine traditionnelle. Certains citoyens rencontrés déplorent la situation. Nous les Sénégalais lambda, on ne peut pas laisser la médecine traditionnelle. Donc on doit légaliser ce projet de loi. J'ai vu des agents de la santé moderne qui envoient leurs malades dans les centres traditionnels. Donc il doit accepter ce projet de loi. Ce projet de loi est une bonne initiative. Donc je suis d'accord pour qu'on vote ce projet de loi. La médecine traditionnelle dure depuis longtemps. Nabi Touré, spécialiste en médecine traditionnelle, explique l'importance de cette pratique et dénonce la requête de ces professionnels de la santé. La médecine traditionnelle ne se limite pas seulement au Sénégal, comme le croient certains. C'est-à-dire que c'est sur le plan mondial. Si aujourd'hui on voit interordre demande le retrait, nous ne l'accepterons pas. Donc aussi, eux, ils ont tout le temps
combattu, dire que le charlatanisme doit être combattu au Sénégal, les publicités mensongères. Maintenant, la loi arrive pour régulariser la médecine traditionnelle, pour qu'il y ait un cadre juridique. Donc moi je crois qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le tradipraticien livre les impacts que peuvent apporter la légalisation de cette nouvelle projet de loi et agite l'idée d'une marche si les autorités ne réagissent pas. Le projet de loi, nous l'accueillons avec beaucoup de fierté parce que dans la mesure où ça permettrait aux tradipraticiens de pouvoir exercer correctement son travail et aussi d'éradiquer le charlatanisme. J'interpelle aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont leur représentation dans ce pays, de se prononcer sur ce débat. On est prêts. Nous allons nous mobiliser, tous les tradipraticiens du Sénégal, voir les autorités religieuses, les autorités coutumières et les autorités politiques. Nous allons nous mobiliser et nous mettre à côté de l'État pour que cette loi passe. Donc même si ça nécessite une marche, nous le ferons. Somme toute, l'ordre des professionnels de la santé confirme que ce projet de loi sur la médecine traditionnelle est une menace avérée contre l'équilibre du bien-être physique, mental et social des populations. Parlons santé, toujours 199 millions de femmes dans le monde sont touchées par le diabète, d'où le thème Femmes et diabète retenu cette année pour la journée mondiale célébrée ce 14 novembre. Les personnes atteintes par la maladie se livrent dans ce reportage de Mamou Gassama. Depuis sa création en 1991, la Journée mondiale du diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d'une mobilisation collective pour lutter contre la pathologie. D'après les dernières statistiques, les femmes sont les plus touchées par le diabète. Mam Diop et Mahamadan Gueye s'expliquent. C'est vrai, le diabète est héréditaire, mais aussi la mauvaise alimentation peut être le facteur de la pathologie. Les femmes sont les plus touchées par la maladie parce qu'elles s'alimentent d'une manière anormale. Nous aimons trop les aliments sucrés. Les femmes aiment manger mal. Elles ne font pas de sport, contrairement aux hommes. J'ai assisté à une cérémonie où les cuisinières mettaient du sucre dans la sauce du tchéboudienne, c'est-à-dire le riz au poisson. Raison pour laquelle les femmes sont les plus touchées par la pathologie. Gonendour, diabétique depuis 2014, rejoint nos premiers interlocuteurs. C'est vrai, les femmes sont les plus touchées par cette maladie et ceci est dû à la mauvaise alimentation, le manque de sport, entre autres maladies. Mais n'oublions pas aussi que la pathologie est héréditaire et c'est mon cas. Elle et Mahamadan Gueye interpellent les femmes et l'État du Sénégal. J'exhorte les femmes à s'alimenter hygiéniquement, à manger du couscous, de la salade pendant la nuit, en résumé de s'alimenter comme le faisaient jadis nos ancêtres, juste pour éviter la maladie. J'interpelle toutes les femmes de revoir leur alimentation et suivre les prescriptions des médecins. Nous, les diabétiques, nous demandons au gouvernement de nous appuyer car le traitement est difficile. Avec 400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c'est une véritable pandémie et un enjeu de santé publique majeur. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie ou la prévenir. Je vous le disais en titre, des imperfections et irrégularités sont notées dans le bureau de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. C'est du moins la conviction de Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais. L'ancien président du groupe à l'Assemblée nationale appelle les députés à faire preuve de plus de vigilance. Doudou Wade est joint par Issatine. Pour cette commission ad hoc,
Depuis son passage légal à la commission des lois, jusqu'à maintenant, l'Assemblée est dans l'illégalité. Les 11 membres se sont réunis et ont pu élire leur bureau, avec comme président Aïmi Ning, si je comprends bien, vice-président Medi Kenyon, deuxième vice-président Aogei et rapporteur Seydou Diouf. La question aujourd'hui, c'est celle-ci. Pourquoi ce bureau est illégal? Ce bureau est encore dans la violation des textes de l'Assemblée nationale. Parce que les membres du bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent faire partie des bureaux de commission. C'est une disposition pertinente du règlement intérieur en son article 35. La question maintenant, c'est pourquoi l'Assemblée nationale s'évertue, avec le président Moustapha Niasse, à violer régulièrement, quotidiennement, les dispositions du règlement intérieur. Et je suis désolé, le président de la République parle d'attaque, c'est pas attaqué. Depuis le début de la législature, en passant par l'affaire Khalifa Sall, sur la lettre du PUR, en passant par la 7e place, d'abord la parité dans le bureau, deuxième faute, troisième faute, la 7e place attribuée à Alelo à la place de Pape Diop. Et la commission ad hoc, sa composition. Ensuite, aujourd'hui, le bureau de la commission, l'Assemblée nationale, avec Moustapha Niasse, est toujours dans la violation permanente des dispositions du règlement intérieur. Et encore, je crie encore à l'alarme pour dire attention, monsieur le président Macky Sall, vous voulez parler d'attaques, c'est pas des attaques. Nous sommes en train de dire comment et pourquoi votre président continue à être en violation flagrante du règlement intérieur qui régisse notre institution. Nous sommes dans la même situation lors de la précédente levée de l'immunité parlementaire de Barth au niveau de la 12e, avec la présence de Samuel Djam, du bureau d'une commission ad hoc chargée de lever l'immunité parlementaire. De la même façon, pour pouvoir détruire Khalifa Sall. Alors, le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Ce ne sont pas des attaques. Nous avons indiqué clairement les dispositions de notre règlement intérieur que l'Assemblée est en train de voler tous les jours. Depuis le début de la législature sur Khalifa Sall, en passant par le montage de la commission AGOT, en passant par la parité au niveau du bureau et en passant par le 8e président et vice-président à Pape, alors qu'il devait être à la 7e place. Voilà les conditions dans lesquelles l'Assemblée nous venait et par conséquent attirer l'attention des populations et des députés. Toujours dans l'actualité, Dakar accueille depuis lundi un forum international sur la paix et la sécurité, mais au moment où des dirigeants du continent échangent sur les défis sécuritaires face au terrorisme, notamment des malfaiteurs dictent leurs lois dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Les populations appellent à une augmentation du nombre des agents de sécurité issatine. 2 jours d'échange sur la paix et la sécurité en Afrique organisés à Dakar. Qu'en est-il réellement de la sécurité des Sénégalais? Certains quartiers de la capitale comme Arafat de Grand Yoff vivent dans une insécurité totale. Les populations déplorent. Les gens qui habitent ici, souvent ils ont honte de dire que j'habite à Arafat du fait du problème de l'insécurité. Pas plus tard que l'autre jour, ça fait quelques mois de cela, au moment où on partait au travail, mon collègue a été agressé. Le problème d'insécurité qui se pose le plus souvent ici à Arafat, c'est le vol, l'agression. Il y a des secteurs comme le cas d'aller à Bignona, pont bi ñoo wàcc nii ak côté usine jël mi tamit foofu sécurité moom dëgg fa yàlla amuñu ko ngay génn yenn heures yi sax pour dugg fa sax problème la. La pauvreté et le taux de chômage sont les facteurs favorisants de l'insécurité. Tu verras beaucoup de gamins qui ont 19 ans, 20 ans, qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas auparavant, qui sont ici, qui sont en train de vivre ici à Arafat, que tu ne peux pas savoir s'ils travaillent ou pas. Ces populations souhaitent l'augmentation des forces de sécurité et la descente des policiers sur le terrain. La sécurité, l'économie, la santé et l'éducation, c'est les 4 facteurs de développement d'un pays, surtout la sécurité. Le ministre de l'Intérieur, d'alors, il a dit que je ne peux pas mettre derrière tout Sénégalais un policier. C'est vrai, ce n'est pas une chose possible. Mais ils peuvent quand même augmenter le nombre de policiers. Le gouvernement du Sénégal prête attention à ces genres de populations qui sont de Grand Yoff, Grand Médine. Ces quartiers qui sont des quartiers, comme on le dit, quartiers flottants. Des présidents, des chercheurs, des experts, des responsables de la société civile sont réunis pour 2 jours à Dakar pour des défis sécuritaires du continent, au moment où l'insécurité règne en maître dans certains quartiers populaires de la capitale sénégalaise.
Issatine, direction le Saloum pour parler de la journée nationale de l'éducation des filles à Keur Madiabel, plan Kaolack et l'inspection d'académie régionale travaillent pour le maintien des filles à l'école. Ils comptent sur la relance et la gestion du sport à l'école pour réussir leur mission. Les explications de Al-Hassan Ba. Le sport scolaire, une opportunité pour la promotion de l'éducation des filles, tel est le thème de cette année de la Journée nationale de l'éducation des filles célébrée à Keur Madiabel dans le département de Nioro. Madame Diallo Khadijatou, inspectrice d'académie de la région de Kaolack, revient sur l'importance du thème de cette année. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà des bienfaits physiques du sport, ce sont les valeurs intrinsèques que l'élève peut acquérir en faisant le sport, qu'on a voulu magnifier et mettre au service donc de l'éducation des filles, la promotion de l'éducation des filles en utilisant le sport scolaire. Nous tous, nous savons que le sport permet de développer des attitudes et des aptitudes. Plan Sénégal, partenaire de l'État et de ses démembrements et de cette journée, demande par le biais du directeur régional de Kaolack, Sidi Diop, à ce que les parents accordent beaucoup plus d'importance à l'éducation des filles. Cette journée est l'occasion pour nous d'affirmer donc tout ce que nous faisons sur l'éducation des filles. Parce que nous pensons que les filles doivent être éduquées au même titre que les garçons. Et tout ce qui concerne les représentations culturelles, les tabous liés à l'éducation des filles, c'est à travers cette journée que nous lançons des messages pour que les parents puissent accorder la même chance aux filles que les garçons. Parce qu'il est admis que les familles investissent plus dans les garçons qu'au niveau des filles. Le manque de matériel didactique, d'infrastructures adéquates peut poser problème dans la relance et la gestion du sport scolaire, nous fait savoir l'IA, Madame Diallo. Il n'y a pas de matériel didactique, il n'y a pas d'infrastructure adéquate. Ça, nous l'avons noté, parce qu'on ne peut pas développer le sport scolaire sans des infrastructures quand même adéquates, des infrastructures de base quand même qui sont là. Et nous savons que dans nos établissements quand même, le sport n'est pas bien coté. Le sport scolaire comme remède pour l'éducation des filles, un projet du ministère de l'Éducation nationale qui peut régler à moitié le maintien des filles dans les écoles, mais sans matériel et infrastructures adéquates, risque de tomber à l'eau. Keur Madiabel, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. La gendarmerie de Touba Belel a saisi 2 camions transportant une importante quantité de médicaments frauduleux vers la ville de Touba. La saisie est estimée à 16 tonnes d'une valeur de près d'1,5 milliard. L'affaire remet sur la table l'épineuse question des médicaments de la rue à Touba. La correspondance de Momodou Martarsar. La gendarmerie de Belel a mis la main sur 2 camions transportant des médicaments impropres à la consommation. La marchandise en provenance de la Guinée est estimée à près d'1,5 milliard. On a eu à effectivement faire une saisie portant sur une quantité assez importante de médicaments. Bon, c'est surtout des médicaments de fabrication étrangère. Donc ça a dû transiter par quelques pays frontaliers avant d'accéder à Touba. La saisie, on peut estimer ça à plus de 1,3 milliard, 300 millions plutôt. Les pharmaciens présents à la gendarmerie de Belel décident de porter plainte contre ces malfrats qui transportaient ces médicaments. Ils exigent également des autorités la fermeture des dépôts illégaux à Touba. Nous allons nous constituer partie civile et porter plainte contre les auteurs de ce trafic. Bon, mais ça, on l'a fait pour la énième fois. Et que tant que le problème n'est pas réglé, au fond, la pratique va rester entière. Le fond du problème, c'est l'existence de dépôts illégaux et qui sont détenus par des non-professionnels. Les gens ont l'habitude de parler de médicaments de la rue, ce ne sont pas des médicaments de la rue. Vous les trouvez dans des lieux bien aménagés et détenus par des commerçants véreux. Ce ne sont pas des produits. Les produits de la rue, c'est des produits détenus par des ambulants qui, à la sauvette, vendent des produits. Mais des locaux aménagés au su et au su de tout le monde, moi, je pense que si les gens veulent éradiquer cette mal-là, il faut arrêter ces dépôts.
Bon. Interpellé sur cette question, le directeur de la pharmacie annonce des mesures. Et nous sommes en train vraiment de traquer surtout ceux qui font venir les médicaments dans ces lieux religieux, dans ces chefs religieux comme Touba ou ailleurs. Nous faisons tout pour que les médicaments même n'arrivent pas à Touba. Notre stratégie, c'est de tarir les sources d'approvisionnement en faux médicaments. Nous avons notre stratégie. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de médicaments illicites nulle part au Sénégal. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Amélioration de l'accès aux soins de santé. L'hôpital général de Grand-Yoff et l'ONG Horizon Sahel se donnent la main. Ils ont procédé à la réception d'un important lot de matériel médicaux d'une valeur estimée à près de 100 millions de francs CFA. Les détails avec Théodore Semedo. Le plateau technique médical de l'hôpital général de Grand-Yoff, Ogui, renforcé par l'ONG française Horizon Sahel Solidarité pour une valeur matérielle estimée à plus de 100 millions, déportés à partir d'un conteneur. Ce don est composé de stérilisateurs, de matériel pour le plan B, de plafond cialytique qui va autonomiser, j'espère bien, la maternité de Ogui, et de lits médicalisés. Et quand on parle de lit médicalisé, il faut y ajouter la globalité d'une chambre médicalisée normale. Lit, chevet, etc. Ça peut être estimé aux environs de 100 millions de francs CFA. Donc je sollicite le personnel et les encourage à vraiment utiliser ce don à bon escient. La directrice de l'hôpital général de Grand-Yoff, qui se réjouit de l'œuvre de bienfaisance de la structure non étatique, promet d'en faire bon usage. Ce conteneur, peut-être, est le 110e conteneur que Horizon Sahel a déversé dans le pays. Donc nous remercions M. Daniel Miller, le président de l'ONG Horizon Sahel, et l'ensemble de l'équipe. Nous sommes déjà dans cette sensibilisation et l'utilité de ce matériel qui est évalué à plus de 100 millions va permettre de rehausser le plateau technique, d'améliorer les conditions de travail et d'améliorer aussi les conditions de séjour des patients. Et ce qui est plus illustratif, c'est par rapport au matériel qu'on a reçu par rapport au plan blanc. Parce que vous savez que Ogui fait partie des 5 structures qui ont été listées par le ministère de la Santé pour être des hôpitaux pilotes. Donc ce matériel de plan blanc va nous permettre, en cas d'afflux massif, parce que la planification aussi, c'est la prévision. Donc en cas d'afflux massif, d'avoir assez de matériel pour prendre en charge les blessés. Par devoir, nous devons maintenir ce matériel. Parce que ceux qui le collectent bénévolement le font pour nos populations. Donc nous, davantage, nous devons prendre soin de la maintenance et prendre soin de la bonne utilisation de ce matériel. Ogui et Horizon Sahel Solidarité envisagent de pérenniser leur coopération dans la dynamique de la politique de l'État, à savoir l'accès aux soins sanitaires pour tous. Notre partenariat avec Horizon Sahel ira en s'approfondissant parce que c'est dans l'intérêt du système de santé, c'est dans l'intérêt des patients et c'est dans l'intérêt de l'hôpital général de Grand-Yoff. Théodore Semedo, Grand-Yoff, Walfadjri. Dans l'actualité sportive, football éliminatoire Coupe du Monde 2018. Le Sénégal reçoit l'Afrique du Sud ce mardi pour le compte de la dernière journée. Déjà qualifiés, les Lions doivent toutefois gagner pour terminer en beauté et se positionner dans le classement FIFA. Les deux équipes sont pour le moment à égalité, 0 but partout. Les temps forts de cette rencontre à suivre dans nos prochaines éditions avec Cheikh Tidiane Gomis. À présent, la page internationale, une synthèse de Hassan Gueye. À la veille des manifestations annoncées sur toute la RDC pour protester contre le calendrier électoral, les Nations Unies ont mis en garde mardi Kinshasa contre une éventuelle répression des manifestants. Au même moment, à Lumumbasi, dans le sud du pays, l'opposition dénonce déjà des intimidations.
Le principal parti d'opposition au Zimbabwe et la branche jeunesse du parti présidentiel ont tous deux exhorté au maintien du régime civil après que l'armée eut menacé ce lundi d'intervenir si le président Mugabe poursuivait sa purge au sein de son parti. Réagissant à cette menace, le principal parti d'opposition zimbabwéen, le MDC, s'est clairement positionné contre une prise de pouvoir des militaires. Ces jours de deuil national en Iran après le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le pays dimanche soir. Les opérations de secours dans la province de Kermanshah sont achevées selon des autorités. La télévision d'État évoque un bilan de 450 morts et plus de 7300 blessés. Le défi pour le gouvernement est de prendre en charge des milliers de personnes contraintes de coucher dehors pour la deuxième nuit consécutive. La revue de la presse africaine s'installe maintenant dans ce 20h, une présentation de Safiatou Sissé. Bonsoir. Démarrons avec le Maroc où plus de 200 000 ex-combattants de l'État islamique sont de retour dans le pays, informe Jeune Afrique. Devant les députés, le ministre Abdel Louafi Lafti a indiqué que 1669 Marocains avaient rejoint les organisations djihadistes au Moyen-Orient. Mais que faire de ceux qui sont rentrés au royaume, s'interroge également le site. D'après nos confrères, ils sont 213 Marocains ayant combattu dans les rangs de Daesh à être de retour au pays. C'est le chiffre choc révélé par Abdel Louafi Lafti devant les députés jeudi 9 novembre 2017. Le ministre de l'Intérieur qui a présenté en commission le budget de son département prévu dans la loi de finances 2018, 22,1 milliards de dirhams, soit près de 2 milliards d'euros, a évoqué d'autres statistiques efférentes. Pas moins de 293 Marocains avaient rejoint l'État islamique accompagnés de 391 enfants, ajoute la rédaction du site. IZF de son côté annonce que les Nations Unies ont mis en garde mardi Kinshasa contre d'éventuelles violations des droits de l'homme. Mercredi, lors des mobilisations à l'appel de l'opposition contre le calendrier électoral qui prolonge de fait le mandat du président Joseph Kabila jusqu'à janvier 2019. Conformément à son mandat, la MONUSCO se réserve le droit d'observer les événements et de rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme, a déclaré le patron de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, Mama Sikoudi, dans un communiqué. Affaire Azata Soro contre Taïbou Tassere Ouedraogo, l'observateur Balga en parle et affiche à sa une 10 mois avec sursis pour les réalisateurs de l'autre mal. Les journalistes burkinabés de soutenir, accusé de coups et blessures volontaires sur la personne d'Azata Soro. Sa deuxième assistante réalisatrice Taïrou Tassere Ouedraogo était à la barre le lundi 13 novembre 2017 au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Au terme d'un procès qui a duré plus d'1 heure, il a été condamné à 12 mois avec sursis. Parlons insécurité à présent avec Maliweb, le site malien qui renseigne que des dirigeants africains sont appelés à permettre au continent d'assumer sa propre sécurité. D'après les journalistes maliens, des dirigeants africains ont appelé lundi à aider leurs États à assurer leur propre sécurité, y compris par une adaptation des interventions internationales aux réalités locales à l'ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Après Mali, direction Togo avec isilomé.com, le site rapporte que le gouvernement refuse d'encadrer les manifestations au nord du pays. La coalition de l'opposition vient d'annuler les manifestations prévues au nord du Togo, notamment d'Apawang, Sokodé et autres. Cette annulation est consécutive au refus du gouvernement d'encadrer les manifestations dans cette partie du Togo. Pour des raisons de sécurité des manifestants, l'opposition a jugé bon de surseoir à ces manifestations. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Vous aurez à 21h votre émission Balance avec Pape Ndiaye. N'oubliez pas aussi, l'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Bien à vous.